Bienvenue chez Cerveau Puissant, le podcast des phrases qui réveillent. Un espace où l'on parle de ce qui façonne une vie, des peurs qu'on dépasse, des mots qui sauvent, des chocs qui révèlent, des valeurs qui tiennent debout. Chaque semaine, je vais chercher la phrase fondatrice d'une personnalité, une phrase qui a construit, brisé, transformé ou sauvé. Parce que certaines paroles deviennent une boussole, parce que tout commence par une prise de conscience, parce que chacun porte en lui une lumière en attente. Et j'ai la chance d'être soutenue pour ce podcast par l'agence de communication Surf. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Marie-Charlotte. Marie-Charlotte, tu es une voix qui reconnaît les battements du cœur avant même qu'on les entende. Avec Crush Podcast, tu as créé un espace intime et rare où l'amour se raconte sans phare, où les rencontres deviennent des révélateurs, où l'on explore ce qui nous bouleverse, nous construit et nous renverse parfois. Ton podcast est devenu un phénomène parce qu'il touche à quelque chose de très humain, cette zone fragile où le désir, la mémoire, la peur et l'élan se mêlent. Marie-Charlotte, tu sais capter ces nuances avec une précision tendre. Tu donnes la parole aux histoires d'amour comme à des paysages intérieurs. Tu laisses exister les autres. Tu regardes la vulnérabilité avec une forme d'admiration douce. Ton talent, c'est ta manière de faire tomber les masques sans jamais forcer. Crush, ça n'est pas seulement un podcast, c'est une façon de parler du lien, du manque, de la joie, de la chute et de la renaissance. Marie-Charlotte, merci d'être parmi nous aujourd'hui. Bienvenue chez Cerveau Puissant. Salut Claire, merci beaucoup. Waouh, je suis hyper touchée. Quelle belle présentation de mon podcast. Merci beaucoup. Alors, chez Cerveau Puissant, on commence toujours de la même manière, avec cette question. Quel mantra, quel concept, quelle citation te guide, toi, en tant que personne ? Alors moi, j'ai une espèce de philosophie de vie qui me guide dans tous mes choix. C'est la joie comme acte de résistance. Je trouve que la joie, elle a un peu mauvaise presse. Tu sais, c'est un peu comme la gentillesse. La gentillesse, j'allais dire la même chose. On trouve que la joie, c'est un peu facile, c'est un peu enfantin. Alors moi, je trouve que la joie, c'est ce qui nous permet de lutter contre l'obscurantisme. C'est ce qui nous permet de lutter contre la peur, contre la honte, contre le repli. Ce qui nous permet d'aller chercher ce lien, cette connexion entre humains, la rencontre. Et ça, c'est une philosophie. Et après... Moi, personnellement, dans ma vie, cette joie, elle me guide. C'est-à-dire que j'ai tendance à toujours aller chercher, faire des choix, prendre mes décisions là où je vais trouver la joie. C'est-à-dire que ça me guide. Tu vois, même dans ma vie, dans tous les pans de ma vie. J'ai toujours envie de dire aux gens, mais cherchez à faire des trucs qui vous rendent joyeux, en fait, qui vont vous faire vibrer, qui vont vous faire kiffer. C'est là, en fait, que vous devez aller. Et moi, je le fais dans toutes les sphères de ma vie. Je le fais avec mon mec. Tu peux me donner un exemple concret ? Avec mon mec, par exemple, la joie, c'est vraiment le socle, ou le rire, tu vois, la joie, le plaisir d'être ensemble, le plaisir de relever les défis ensemble, c'est vraiment ce qui tient notre relation. Ça fait combien de temps que tu es avec lui ? Ça fait 13 ans. On se connaît depuis plus longtemps parce qu'on a eu une première rencontre un peu clandestine il y a 20 ans à Buenos Aires, en Argentine. Et on s'est retrouvés 7 ans plus tard. Enfin, le hasard nous a remis ensemble plusieurs fois et on s'est mis ensemble 7 ans plus tard. Et pour moi, le couple, c'est vraiment une occasion exceptionnelle de cultiver la joie à deux. Et après, quand il y a des enfants qui arrivent, moi j'ai 2 enfants de 8 et 10 ans, là aussi, en fait, avec eux, je vais aller chercher cette joie en permanence. Tu vois, j'ai pas... Au début de la parentalité, j'ai cherché à être un peu ce parent parfait, tu sais. Donc, je lisais beaucoup de bouquins sur comment être un bon parent. Et un jour, j'ai pris tous ces bouquins, je les ai foutus à la poubelle. Et j'ai dit, en fait, basta, en fait, c'est pas ça, être parent. En fait, j'ai envie d'être, que ce soit quelque chose de naturel pour moi. J'ai envie de suivre mon intuition. J'ai envie de suivre, quelle est cette joie ? Qu'est-ce qui me procure de la joie dans la relation avec mes enfants ? Et aujourd'hui, qui sont un peu plus grands, c'est ça tout le temps, en fait. Je vais réussir à contourner les injonctions, en fait, en écoutant cette joie, en écoutant ces vibrations, en me disant, non, mais en fait, j'ai pas besoin de faire ça avec ma fille parce que c'est ce qu'on me dit qu'il faut faire, tu vois. Les occupations, les activités mère-fille ou avec mon fils, c'est plutôt ça, nanana. Non, j'essaye vraiment de m'écouter et de produire des moments qui me rendent joyeuse et qui vont répandre de la joie. Et après, bien sûr, dans mon activité professionnelle, là, la joie, ça a été mon repère depuis que j'ai claqué la porte de mon CDI il y a 6 ans maintenant. Alors justement, parle-nous-en. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est venu Crush ? Qu'est-ce que Crush, même si j'ai un peu présenté ?
Et pourquoi ça te met en joie toutes les semaines? Ouais. Écoute, moi, j'étais directrice de projet événementiel pendant 15 ans. Je suis arrivée dans ce milieu un peu par hasard. En me laissant guider par le cœur, j'aurais tendance à dire déjà par la joie. Je prenais énormément de plaisir dans ce métier de l'événementiel où tu fais des choses extraordinaires, où tu vis en équipe en permanence, où tu crées des liens humains. Franchement, je pense qu'il y a pas beaucoup d'autres métiers où le lien humain est aussi important et aussi fort. Sauf qu'au bout d'un moment, j'en ai eu marre, pour plusieurs raisons. On va pas rentrer dans les détails, mais... Et je suis partie en disant, non, j'en ai marre, en fait, je veux plus faire ça. Et pendant 6 mois, j'ai glandé sur mon canapé. Je n'ai rien fait et j'étais complètement à l'écoute de ce qui pouvait se passer en moi pour écrire la suite, en fait. Et la fibre entrepreneuriale est arrivée à ce moment-là, je sais, pour plusieurs raisons, plusieurs facteurs qui sont arrivés, des rencontres. Et j'ai lancé une première boîte qui était sur les mots d'enfants, qui valorisait les jolis mots d'enfants sur de la papeterie personnalisée. Ça a duré pendant 2 ans. Je me suis arrêtée parce que ça marchait pas assez et que j'arrivais pas à développer suffisamment. J'ai repris du boulot en freelance événementiel et un jour, en soirée, post-Covid, je pose cette question à des parents d'élèves de mon fils, des parents d'élèves copains de mon fils. Comment vous êtes rencontrés? Dans la petite fête improvisée, dans la mini-cuisine de l'appartement parisien. Et en fait, je les ai écoutés me raconter pendant une demi-heure. Et ils étaient super contents de revivre ce moment. Et moi, je prenais un immense plaisir à les écouter. Et je suis sortie de là en criant dans la rue avec mon mec. Je suis sortie en disant, je vais faire un podcast sur la rencontre amoureuse. Voilà. Mais génial, et on je adore. Génial. Est-ce que finalement, pour toi, donc t'as enregistré plus de 150 histoires d'amour, c'est ça? Ouais. Est-ce que t'as l'impression que chaque histoire d'amour n'est pas aussi un peu un petit miroir de nous? Ou au contraire, t'as l'impression qu'il y a des histoires d'amour où tu te reconnais pas du tout? Je crois que alors, chaque histoire d'amour est unique, ça c'est sûr. Vraiment, chaque histoire dépend vraiment de la personne. Donc, chaque histoire d'amour est unique. En revanche, chaque histoire est un miroir, c'est exactement ça. Et c'est ça qui fait la puissance de Crush le podcast, en fait, c'est que les auditeurs et auditrices se reconnaissent dans les histoires, se reconnaissent dans les parcours de vie. Et c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent pouvoir se dire « je ne suis pas seule ». Ils veulent pouvoir trouver du réconfort, ils veulent pouvoir trouver un refuge où ils trouvent ce miroir émotionnel, en fait. Je ne suis pas seule à avoir des relations de merde. Je ne suis pas seule à répéter mes schémas. Je ne suis pas seule à toujours tomber sur des mecs pas disponibles. Je ne suis pas seule à m'ennuyer au bout de 6 mois de relation parce qu'en fait, c'est une relation saine. Je ne suis pas seule à tout donner dès les premiers textos. Je ne suis pas seule à tout donner dès les premières semaines de ma relation parce qu'en fait, j'ai envie d'aimer. Parce qu'en fait, oui, je confonds plein de choses. Je confonds l'amour, je confonds le mérite, je confonds mériter l'amour et l'amour, mais c'est pas grave. En fait, je suis pas seule à vivre ça. Et c'est ça que les gens y trouvent dans Crush. Et c'est ça qui fait qu'on écoute encore et encore des histoires. Alors là, tu parles de mériter l'amour. Tu peux m'expliquer quel est ton concept de ce que c'est que mériter l'amour? Je crois qu'en fait, il y a pas mal de personnes, et notamment des femmes, qui ont besoin d'être regardées, d'être aimées, d'être choisies pour pouvoir vivre pleinement le sentiment amoureux. Et je pense que c'est quelque chose qu'on confond et qui vient... On confond un peu l'amour, en fait, le sentiment d'aimer et le sentiment d'être aimé avec le fait qu'on doit mériter cet amour en étant quelqu'un de bien ou en correspondant à ce qu'on croit que l'autre veut. Et ça, pour moi, ça vient de l'enfance. Ça vient des schémas qu'on a appris dans le langage émotionnel qu'on nous a enseigné quand on était enfant à travers toutes les figures d'attachement qui nous ont élevés. Et c'était les premiers, en fait, à nous apprendre à aimer et à être aimés. Et c'est dans ces schémas-là qu'on a grandi. Et c'est avec ces schémas qu'on entre et qu'on arrive dans la vie amoureuse et affective, tu vois, à l'adolescence. Et ces schémas, parfois, ils sont blessés. Ils sont blessés parce que la relation avec sa mère, elle est dysfonctionnelle. Parce que la relation avec son père, il n'était pas là. Il était indisponible, il travaillait trop. Je suis désolée, c'est caricatural, mais c'est souvent ça. Et quand on arrive dans une relation amoureuse, on va avoir tendance à reproduire tous ces schémas. Et c'est complètement ancré en nous, c'est presque ancré dans notre corps, en fait. C'est ancré là, c'est ancré là, c'est ancré dans le cœur. Et il va falloir en sortir parce qu'en fait, souvent, ça nous empêche d'avoir une vie amoureuse heureuse. Est-ce qu'il faut d'abord se déconstruire pour se construire en amour? Je crois qu'il faut désapprendre pas mal de choses
Il faut désapprendre ces mécanismes automatiques qu'on rejoue de façon complètement inconsciente quand on se retrouve dans une relation amoureuse. Et ça, déjà, il faut en avoir conscience. Il faut être optimiste parce que c'est pas une fatalité. C'est-à-dire, tu peux déconstruire tes schémas amoureux. Ça, j'en suis persuadée. Moi, j'ai déconstruit plein de schémas. On peut désapprendre ces schémas. Il faut en avoir conscience. Il faut peut-être être accompagné. Donc, par une psychologue, par une psychothérapeute, par une love coach qui te plaît dans ton approche. Et travailler là-dessus, en fait. Et c'est presque corporel, je crois, comme travail à faire, en fait. Tu sais, c'est prendre conscience à un moment où tu te dis « Ah putain, là, je suis en train de rejoindre un schéma, là. Là, il est en train de m'envoyer un message. Il a déplacé le rendez-vous qui devait durer 4 heures pour qu'il ne dure plus qu'1 heure. Il y a un problème. Je ne suis pas d'accord avec ça. Et je vais réussir à prendre conscience que je ne suis pas d'accord avec ça, que ça me blesse. Et donc, je vais prendre le temps de lui répondre que non, ça ne me convient pas. » Et c'est des petits trucs comme ça, en fonction des blessures qu'on a, qui peuvent nous aider à changer nos schémas amoureux. Ça, j'en suis persuadée que c'est vraiment pas du tout une fatalité. Merci. Quelle est l'histoire la plus touchante que tu aies entendue? Il y en a tellement. 150 histoires. Il y en a une qui m'a marquée, c'est la première. La toute première, elle s'appelle « Le rendez-vous chamboule tout ». Et j'ai décidé de la mettre en premier. Enfin, je sortais de nulle part. Hein. J'avais vraiment zéro communauté, zéro légitimité. Et j'ai choisi cette histoire un peu inconsciemment. C'est l'histoire d'une jeune femme qui est sur le point de se marier, qui déménage, qui quitte Paris pour aller vivre dans le sud de la France. Elle prend un nouveau job et elle commence son nouveau job. Elle a une réunion client. Et pendant cette réunion client, il y a un homme en face d'elle qu'elle n'a jamais vu, qu'elle ne connaît pas, qui est beaucoup plus âgé qu'elle. Et elle a un flash. Pendant cette réunion, elle s'imagine sa vie avec cet homme. Et elle me le dit comme ça. J'ai vu notre vie ensemble. Mais c'était même pas genre, je l'ai trouvé beau, tout de suite j'ai eu envie de le séduire. Oui, lui, il est en train d'essayer de me séduire. Non, c'est juste, j'ai eu un flash. Elle sort de cette réunion et évidemment, c'est son client, donc elle est amenée à le revoir. Et la relation va dériver vers quelque chose de plus intime, de beaucoup plus intime et de beaucoup plus amoureux et sentimental. Et elle va se retrouver face à ce dilemme de savoir qu'est-ce que je fais. Je suis sur le point de me marier. On vient d'envoyer les faire-part. Qu'est-ce que je fais? Et en fait, cette histoire, en la mettant en tout premier sur le podcast, évidemment, j'ai eu des retours de « Ah non, mais tu peux pas faire ça. Tu peux pas nous parler d'amour et commencer par nous parler d'une tromperie. » Et moi, de répondre de façon hyper innocente, c'est la vie en fait. Enfin, je vois pas où est le problème. Bien sûr. C'est la vie. Et cette histoire, elle est aussi truffée de plein de signes d'une phrase qu'elle lui avait dit sa mère, qu'elle lui avait répétée un peu comme un mantra dans sa vie et dont elle se rappelle à ce moment-là pour prendre sa décision et tout. Moi, je trouve ça extrêmement beau, cette histoire, parce que cette nana, en fait, elle s'est recentrée sur elle-même. Elle s'est pour faire le bon choix. Aujourd'hui, ils sont mariés, ils ont des enfants, etc., etc. Ils sont toujours ensemble, 15 ans plus tard. Enfin, voilà. Cette histoire, elle m'a particulièrement marquée parce que je la trouve très belle et elle la raconte très, très bien. Et puis, c'est celle qui t'a lancé. C'était mon baptême. Donc, voilà, c'est ça. Est-ce que pour toi, le désir n'est jamais vulgaire? Oh, waouh. Est-ce que le désir n'est jamais vulgaire? Non, je pense qu'il n'est jamais vulgaire. Vulgaire, ça veut dire quoi? Vulgaire, ça veut dire qu'il dérange, ça veut dire qu'il vient heurter une norme, qu'il vient heurter une idée reçue, qu'il vient heurter une injonction. Donc, au contraire. Enfin, s'il devient vulgaire, ce désir, à mon avis, c'est là qu'il est intéressant, je pense. C'est là qu'il faut aller c'est là qu'il faut ouvrir la porte et qu'il faut aller investiguer, qu'il faut aller explorer, je pense. Quel est le secret d'un couple qui dure? Eh bien, écoute. Non, mais des histoires que Non, mais des histoires que tu as entendues. Moi, j'ai l'impression. C'est une impression. C'est vrai qu'après 150 histoires, je commence à avoir un petit peu des patterns qui se répètent. Je commence à avoir des modèles qui se répètent dans les histoires. Les couples qui durent, ce sont ces couples qui arrivent à faire deux choses pour moi. Ce sont des couples qui arrivent à se consacrer du temps de qualité ensemble. Et quand on dit du temps de qualité, c'est une vraie connexion à deux, sans écran, parce que je crois que c'est le plus gros enjeu aujourd'hui, c'est de sortir l'écran de ta sphère visuelle
mais vraiment, de l'enfermer à double tour dans un placard, donc sans écran, sans sujet polluant, du genre les enfants. Je vous aime les enfants, mais parfois on a besoin de parler d'autre chose, de logistique, d'administratif, et de réussir à se connecter sur ce qu'on est en train de vivre en ce moment, même le boulot, tu vois. Dans le boulot, quand on se raconte le boulot, tu sais, à la sortie de la journée, qu'on se retrouve à la maison, qu'on se raconte le boulot, ça c'est important en fait. D'être au courant de ce qui se passe dans la vie de l'autre, d'être au courant de ce qu'il est en train de traverser émotionnellement. Tu vois, hier, mon mec, il me dit, le soir, il me dit, j'ai pleuré aujourd'hui au boulot. Et je lui dis, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai craqué. J'ai complètement craqué. Et en fait, là, je me suis dit, ok, donc on a créé un espace de discussion suffisamment fort pour que lui, spontanément, il vienne me dire, parce que moi, je ne lui ai pas demandé dans notre soirée comment s'est passée ta journée, mais lui, il est venu me raconter qu'il avait eu un moment de faiblesse et qu'il avait craqué. Et ça, je me suis dit, ok, c'est bon, là, en ce moment, en tout cas, tu vois, parce que ce n'est pas toujours le cas, là, il y a une bonne base. Et après, pour moi, il y a une deuxième chose qui est hyper importante, c'est cultiver le mystère. C'est cultiver, parce que dans le mystère se niche le désir. Et donc, c'est cultiver le mouvement qu'on a en permanence quand on est en couple, entre la zone de sécurité, c'est la zone où on se sent à la maison, où on se sent bien, où on se sent stable, où on se sent confortable, et la zone de liberté où c'est l'inconnu, c'est l'aventure, c'est le risque, tu vois, et c'est le mystère. Et en fait, pour rester désirable aux yeux de l'autre, pour moi, il faut continuer à être mystérieux aux yeux de l'autre. Qu'est-ce qui nous donne envie d'aller découvrir quelque chose ? C'est parce qu'on ne le connaît pas, c'est parce que c'est nouveau, c'est parce que c'est inconnu. Et en fait, pour moi, il faut cultiver ça. Et la première chose à faire pour le cultiver, c'est d'abord un travail, enfin, c'est pas un travail, c'est un travail sur soi. Et moi, je trouve mon amoureux jamais aussi sexy que quand il est dans sa zone de génie. C'est vrai. Tu vois ? Sa zone de génie à mon mec, c'est être dans... C'est sa vie sociale. Il est hyper bon communicant. Et tu le mets dans un groupe où il est à l'aise, il est beau, il est drôle, il va créer du lien de façon absolument incroyable entre les gens. Et moi, quand je le regarde faire ça, je suis fascinée, quoi. J'ai envie de le plaquer contre le mur et de lui rouler une grosse béloche, voire plus, tu vois. Et donc, je pense que c'est ça qu'il faut entretenir. Et tu vois, moi, par exemple, dans ce projet entrepreneurial de Crush, qui sort complètement de nulle part, qui chamboule et qui bouleverse énormément l'équilibre de mon foyer et l'équilibre de mon couple, en fait, je sais qu'en faisant ça, je vais continuer à cultiver cette aura, ce charisme, ces espèces de paillettes là autour de moi, et que je vais être désirable pour lui. Et donc, je pense qu'il faut vraiment s'encourager l'un l'autre à cultiver les paillettes, tu vois ? Donc, que tu portes en plus aujourd'hui. Aujourd'hui, je porte les paillettes. Génial. Est-ce que tu penses que l'amour, c'est quelque chose qui s'apprend ou c'est quelque chose qui peut se réapprendre toute la vie ? Ça, c'est une belle question. Et je crois que c'est une question qui est hyper d'actualité, qui est hyper dans tous les paradoxes des relations amoureuses aujourd'hui, en 2025. Pour moi, quand on parle de relations amoureuses aujourd'hui, on est dans une situation où moi, j'ai 45 ans et j'ai grandi avec tous les codes de l'amour romantique qui m'ont appris à tout donner pour l'amour. Je donne tout. L'amour, c'est le centre de ma vie. Avoir une relation amoureuse épanouie, c'est mon objectif principal dans la vie. Je parle même pas de mariage, famille, une vie heureux et beaucoup d'enfants. Juste avoir une relation, être en couple, avoir une relation amoureuse. Moi, j'ai grandi avec ça à travers toute la pop culture, à travers les films, à travers les comédies romantiques, à travers les séries, etc. etc. Et moi, ma matrice, c'est celle-là, si tu veux. Et aujourd'hui, on est face à une génération qu'on appelle la génération Z, donc un peu plus jeune que nous, qui a au maximum 28-30 ans aujourd'hui, qui est venue bousculer tout ça, pour plein de raisons, pour le contexte dans lequel ils sont nés, le contexte dans lequel ils sont grandis, contexte très large, je parle de contexte au sens très large, et ils viennent bousculer tout ça, et ils viennent nous dire, peut-être que c'est pas utile de se perdre complètement dans la relation amoureuse pour être heureux en amour. On peut essayer d'être plus clair, on peut essayer de poser ses limites, on peut essayer de poser un cadre pour ne pas se laisser complètement envahir par ça. Et en fait, je me retrouve aujourd'hui face à des injonctions complètement contradictoires où on me demande, où moi je ressens le besoin de à la fois vivre cet amour complètement fou,
vivre le frisson, vivre la passion, vivre la folie. Ces moments où en fait je perds complètement la raison et où je me laisse complètement porter par mon corps, par mon cœur, par ce que je ressens, par un truc un peu fou, tu vois, qui est déraisonné, déraisonnable. Et puis en même temps, je me dis, oui, mais c'est bien quand même de se dire que je peux demander plus de respect, plus d'égalité, que ce soit dans ma relation ou dans mon couple ou dans le foyer, tu vois, c'est hyper important. Donc je suis en permanence tiraillée entre les deux et je trouve ça hyper intéressant. Je trouve ça passionnant de me dire que j'ai le droit, j'ai l'autorisation de pouvoir vivre les deux. J'ai le droit d'être une femme qui frissonne et j'ai le droit d'être une femme raisonnée qui va demander des intentions claires et un cadre de relation safe et sain. Moi, cette question-là, en ce moment, elle me passionne. Je pourrais en parler pendant des heures et je pourrais en parler avec les autres femmes pendant des heures parce que je pense qu'on ressent toute cette tension et que c'est hyper intéressant. Qu'on a un moment assez charnière, je crois. Dans tes interviews, tu n'interroges que des femmes ? Non, pas du tout. Je fais régulièrement, figure-toi, un appel à témoins pour avoir des hommes. Mais ils sont moins présents au micro ? Ah bah, un jour, j'ai fait le point. Je pense qu'à ce moment-là, c'était il n'y a pas si longtemps, j'étais à 140 interviews. Ils étaient 12 à être venus parler tout seuls. Et 25, donc une quinzaine de plus, à être venus raconter en couple. C'est vrai que les hommes sont beaucoup plus pudiques en amour pour raconter leur histoire d'amour. Ils ne savent pas, ils ne veulent pas parler de sentiments amoureux, parler d'intimité. En tout cas, alors peut-être que la génération Z, c'est un peu différent, mais les hommes de ma génération, de mon âge, c'est très compliqué. Et même parfois, ils veulent pas que leur nana aille raconter. Ouais, bah, bien sûr. Et alors que moi, je suis persuadée que, évidemment, je suis convaincue que l'intime est universel et qu'il faut absolument raconter ces histoires pour avancer, pour se comprendre et pour être plus heureux. Mais les hommes, c'est pas... franchement... Pour le moment... Alors là, j'ai lancé un appel il y a 1 mois. Là, j'ai 5 enregistrements d'hommes programmés. Je suis hyper contente. Non, parce que c'est vrai que moi, je suis très curieuse d'entendre des hommes parler d'amour. Sûr. Je trouve ça... Moi, pour le coup, je trouve que mon mari n'est jamais aussi sexy que quand il laisse aller son vrai sentiment, enfin son sentiment amoureux, qu'il retient. Enfin voilà, il y a beaucoup évidemment de douceur et tout. Et surtout quand un homme est de plus en plus... moi, j'ai envie d'interroger les hommes sur des sujets pour lesquels nous, les femmes, c'est plus facile. Ou en tout cas, on a fait bouger beaucoup de lignes. Mais moi aussi, appel à témoins sur des valeurs, que sont le courage, la liberté... La sexualité, l'audace, c'est vrai qu'entendre parler des hommes, c'est très, très inspirant. Et nous, en tout cas, nous les femmes, on se dévoile, mais on a à cœur de les entendre. Ouais. Et ben rendez-vous sur Crush début 2026. Normalement, ils seront là. J'ai hâte. Quelle est, toi, l'illusion la plus fréquente autour du couple ? L'illusion la plus fréquente ? Je sais pas si c'est une illusion ou un malentendu ou un quiproquo. Je sais pas trop comment l'appeler, mais c'est de croire que la passion du début et que le désir du début va continuer toute la vie. Et est-ce que tu as l'impression qu'avec toutes les personnes que tu as interviewées, chacun y a cru ? Ouais. C'est vrai ? Ouais. T'as beau être conscient, on le sait, hein, tu le dis comme ça, oui, l'amour il dure pas toute la vie, tout le monde est d'accord. Sauf que quand t'es dans le début de l'histoire, t'as l'impression que c'est tellement naturel, c'est tellement spontané, c'est tellement fort, c'est tellement incroyable, tu te dis, mais ça ne va jamais s'arrêter, c'est inépuisable. On sera différents. Nous, on n'est pas comme les autres. Et moi, la première, tu vois. Mais en vrai, c'est une illusion. Parce qu'après, ça change. Par contre, ce que j'adore me dire, et quand je te dis que la joie et la recherche de la joie est mon mantra ou mon guide, c'est que moi, aujourd'hui, évidemment, je ne suis plus dans la passion des débuts. Après 13 ans de relation, je ne suis plus dans le désir fou, spontané. En revanche... je trouve ça extrêmement grisant et jouissif de me dire que je peux retomber amoureuse de la même personne en fonction des différents cycles qu'on va vivre dans notre couple. Et je suis sûre que la vie d'un couple n'est pas linéaire, qu'il y a parfois, on prend des chemins qui se séparent un peu, qui s'éloignent. Mais si on arrive à se retrouver, pour moi, c'est une nouvelle rencontre. Et ça, c'est hyper joyeux. Et moi, je rêve de vivre ça, quoi. C'est vraiment, je trouve ça hyper optimiste, en fait. C'est vraiment lutter contre cette fatalité et aussi contre le discours ambiant, faut le dire, qui est quand même pas sympa avec le couple. On parle beaucoup de célibat aujourd'hui.
On parle aussi de polyamour. Et c'est très bien, hein. Ouvrons les horizons, ouvrons les possibles, ouvrons les manières d'aimer. C'est formidable. En revanche, je trouve que le couple, j'appelle ça le couple bashing, tu vois. Je trouve que vraiment, en fait, le couple s'en prend plein la tronche aujourd'hui. Or, moi, je trouve que dans le couple, que le couple est un terrain d'exploration fascinant et qu'il mérite qu'on l'explore encore parce qu'on peut trouver beaucoup, beaucoup de sources d'épanouissement et de joie dedans. Quelle est la phrase pour toi qui soigne en amour, s'il y en a une? Attends, faut que je réfléchisse. La phrase qui soigne. Ça peut être pardon, je t'aime. Dans un couple, tu veux dire? En amour, de manière générale. Ouais, c'est... je pense surtout que tu n'es pas seul. C'est... on vit tous la même chose. On se pose tous les mêmes questions. Vraiment, après 150 histoires d'amour, je peux te confirmer qu'on se pose tous les mêmes questions. C'est... est-ce que j'aime comme il faut? Est-ce que c'est normal que je m'emballe autant? Pourquoi j'arrive pas à avoir une belle histoire d'amour? Est-ce que l'amour, ça dure toujours? Est-ce que je peux rester amoureuse de la même personne toute ma vie? Est-ce que la fidélité existe? Est-ce que la fidélité existe? Est-ce que l'exclusivité, c'est une illusion? On a tous les mêmes questions. Donc, pour moi, la phrase qui soigne, c'est super de se poser toutes ces questions. Posons-nous toutes ces questions, adressons-les, et on trouvera des réponses, j'en suis sûre. Je te remercie 1000 fois. L'amour, c'est un beau sujet. Le couple, c'est aussi, et tu l'as bien dit, c'est large. Et c'est quelque chose qu'on questionne beaucoup aujourd'hui. Est-ce que être en couple, est-ce que c'est une garantie du bonheur? Est-ce que ne pas l'être en est une? Et là où je te rejoins, je crois il faut faire comme on le sent, comme on a envie. La vie est longue. Nous avons plusieurs étapes. Plusieurs histoires d'amour sont possibles. Les reconstructions aussi. Et donc j'adorerais te réinviter pour qu'on en rediscute et surtout écouter des hommes en parler. Ah, génial, merci beaucoup. Je crois que c'est surtout être en conscience qui fait qu'en fait, trouver sa propre manière d'aimer, en fait, c'est aimer en conscience. C'est être conscient que, bah ouais, on est esclave de l'amour, bah ouais, bah voilà, je suis une esclave de l'amour, bah c'est comme ça. Ou au contraire, non, je suis pas une esclave de l'amour, c'est moi qui ai les rênes et c'est très bien comme ça. Mais on en est conscient. Merci 1000 fois d'être venue chez Cerveau Puissant. Merci Claire. Si tu as aimé ce podcast, abonne-toi pour ne rien manquer des prochains épisodes, soutenir Cerveau Puissant et suivre toutes les actualités, les échanges à venir et les contenus que je prépare pour continuer à nourrir ce qui fait vraiment la différence.